Eh bien, bonjour, je vous remercie de m'écouter sur cette vidéo. Je me permets disons, de établir une observation sur une chose. Cette chose, c'est que nous sommes un ensemble de nombres entiers, nous ne sommes pas des décimaux. Et effectivement, en cela, l'érotisation de notre société va jouer sur ce qu'il en est de nous autres en tant qu'unité. Euh, Lorsque vous avez un couple parental, j'entends par là un couple qui n'est pas en liaison conjugale, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'il recouvre, c'est-à-dire l'érotisation. Et je crois que effectivement, cette érotisation qui est, comment dire, qui est sollicitée par la mode, c'est bien parce que la mode a une rhétorique. Cet entremêlement, ce mariage permanent, cette immixtion de différentes sources rhétoriques que l'on trouve dans la mode, fabrique une constituante de cette érotisation visuelle, si je puis dire. Finalement, ce que de l'autre nous avons en premier, c'est son image, avant qu'il se rapproche ou que nous nous rapprochions de lui. Et donc, comment dire, cette puissance de l'érotisation, permettez-moi, je vais juste recharger mon ordinateur. Ainsi, j'entends par là que l'image, c'est ce que nous avons en premier. Sans elle, nous n'établirions aucun contact, ce qui est un leurre. Car des cadres langagiers, des cadres de discours, fait que nous sommes alignés sur une même pente, sur un même fil d'Ariane. Euh, c'est l'inverse, à quelque chose près, de beaucoup de sites de rencontres, hein, même si certains permettent de déployer des discours, des attentes, des exigences de la part de ses membres, pour autant, ce sont des maquettes. Et quand on parle de maquettes, il n'y a rien de tangible, si vous voulez, ce sont des projections uniquement, c'est un farda de projection qu'il y a dans ces fiches. Ainsi, l'image qui est sollicitée par la rhétorique de la mode vestimentaire, cette image-là, c'est celle qui va autoriser, pourrait-on dire, un coup de foudre. Parce qu'au fond, dans ce coup de foudre, il y a un transfert. Il y a le transfert, non pas de l'analyste que le sujet produit par ce transfert, mais il y a le transfert d'un visage qui serait ce qui, comment pourrait-on dire, se revendique comme un jardin perdu. En fait. C'est-à-dire que, au fond, nous avons, dans un segment de notre vie, perdu un jardin ou du jardin. Et au fond,
sans avancer une généralité là-dessus, eh ben, il est plus intéressant de comprendre que, en tout cas, en dehors de ce coup de foudre, c'est bien parce qu'il y a l'image qu'il y a le coup de foudre. C'est bien parce qu'il y a le coup de foudre qu'il y a l'image dans le coup de foudre, que l'image est intrinsèque au coup de foudre, et que le coup de foudre est intrinsèque à l'image. Et donc, ça vient recouvrir, vous savez, comme ce fameux jeu, ciseaux, pierre, feuille, puits, caillou, ça vient recouvrir comme une feuille le puits. C'est-à-dire que l'image est ce voile qui vient recouvrir le puits. Et donc primer sur lui. C'est-à-dire qu'au fond, euh, cette multitude, cette collection d'images, euh, avec cette rhétorique des tatouages, du maquillage, des coiffures, etc., pour ce qui est des fanères, pour ce qui est de la dermographie, j'ai presque envie de dire, eh bien, ce tamis, si vous voulez, euh, est un tamis purement de rhétorique. Et effectivement, il est la projection d'un discours qui, chez les parents, euh, est celui d'une certaine liberté, qui n'est pas la liberté, avec un grand L entre parenthèses. C'est-à-dire que cette liberté euh, de, qui est inscrite dans ce discours est liberticide. C'est une liberté liberticide. Autrement dit, la liberté, à mon sens, c'est celle qui s'exprime du désir du sujet, à ne pas céder sur son propre désir. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il a peut-être envie, c'est simplement de prendre un café dans une cuisine, chez quelqu'un, tout simplement, et de pouvoir parler. On ne peut pas réduire, on ne va pas rendre réductible l'être parlant, enfin en tout cas la personne parlante, le sujet parlant. Le recours à la sociologie fondamentale me semble qu'il est de pair avec le recours à la psychanalyse. Euh, il ne s'agit pas de parler de fonction paternelle ou que sais-je, ou quelle autre énigme pour la plupart des lecteurs, des auditeurs, mais de comprendre que pour aussi les psychanalystes eux-mêmes, la fonction du père reste, pour un certain nombre de concepts comme celui-ci, toujours à conquérir, à explorer, à redéfinir et à, je dirais, aplanir suffisamment clairement en vue de l'évolution de la société. Et donc, euh, une société qui a un côté giratoire, de par cette rhétorique dans, dans la mode vestimentaire, mais qui au fond suit, il faut bien le dire, une rhétorique qui est dans le discours des parents, ou de certains parents, il s'agit bien de dire certains parents évidemment, euh, dont je vous ai parlé de la part de cette liberté, qui est une liberté liberticide. Alors, que nous dit cette liberté, ce que vous entendez de ce que je dis, c'est que cette liberté-là, c'est celle de, eh bien, en tout cas, de dénoncer un sujet artificiel. Et il est énoncé un sujet artificiel parce que le but, enfin, le moyen comme la téléonomie de ce discours, c'est de constituer, de délimiter, d'éclairer, de mettre en relief quelque chose qui est ce sujet. Au fond, c'est un sujet artificiel. La volonté de ce discours, c'est de dire, mais attendez, nous, on va tout faire en sorte que nos enfants soient heureux, qu'ils soient initiés à la nature, aux traditions en phytothérapie, en phyto, que sais-je, etc., X, Y, Z, qu'ils soient initiés à l'apport de la nature directement, qu'ils puissent repasser par la permaculture éventuellement, ou que sais-je, enfin, quelles sont enfin, toutes ces argumentations là, mais en tout cas, c'est de dire que, en fait, voilà, nos enfants, on veut qu'ils soient heureux,
Pour cela, ils doivent être dans la quintessence du sujet. Oui, sauf que c'est un sujet artificiel. Il ne faut pas l'oublier. C'est plutôt l'aplatissement du sujet, en fait. C'est-à-dire que c'est un bombardement des parents qui vont euh, donner une grille d'espace d'expression pour les enfants. Et les enfants n'ont pas dit leurs mots. Je suis étonné de voir à quel point, lorsque je me balade, lorsque je me promène, de voir à quel point les enfants sont tus. Ils ne disent que mots. À quel point, dans la préadolescence, dans l'adolescence dans laquelle ils sont, ou après, à l'âge de 20 ans, à quel point ils sont manœuvrés euh, par cette correspondance au discours des parents. C'est-à-dire que ce discours consiste à dire aller vers le naturel, comme s'il y avait un ethos, un être qui était à découvrir, à dénuder. Au fond, cette rhétorique vestimentaire, cette rhétorique du tatouage, etc., de l'habillement, eh bien, c'est d'authentifier. On veut chercher une forme authentique, la plus authentique. Et puis surtout, en plus de cette volonté-là, dont nous allons voir qu'elle est très artificielle, dont on l'a vu, euh, eh bien, il y a aussi l'idée de barrer ce grand autre, c'est-à-dire cette surface dermographique potentielle, cette surface de peau, qu'il faut barrer. Il faut barrer comme on barre ce grand autre, ce grand autre vierge, cette surface de peau qui est vierge qui est trop sage et donc qui est barrée par cette scarification douloureuse des tatouages. Ça ne veut pas dire que je suis contre les tatouages. Il y a des tatouages qui sont très beaux, qui sont des véritables œuvres d'art, des magnifiques œuvres d'art. Et par ailleurs, il y a des traditions comme Yakuza, comme, je veux dire, dans des pays du Pacifique, donc, que l'on peut retrouver dans les traditions du rugby international. Eh bien, on considère qu'en Afrique aussi, le tatouage a constitué l'histoire même de nos civilisations exotiques, si je puis dire. Et il est vrai que ce n'est pas un courant français, un courant en tout cas qui est propre à la France, c'est sûr et certain. Mais au fond, dans, la, dans le, cette fonction culturelle, patrimoniale, on pourrait dire, à côté de cela, il y a le fait que dans nos sociétés occidentales, on veuille barrer ce grand autre, et la barre de ce grand autre, c'est le tatouage, c'est la scarification, dans une société occidentale où le sujet est euh, trop proche d'un certain contenu euh, qui consiste à ne pas, comment dire, à ne pas redescendre d'un écran, finalement, euh, qui est un écran comment dirais-je, de simplicité, de naturel, d'authenticité, parce qu'il y a une attache trop forte à un autre. On peut l'appeler petit p, pour parler de personne. Et donc, c'est vrai que, pour revenir à nos moutons, l'érotisation des parents
peut être un obstacle de développement pour l'enfant, l'adolescent, ainsi que pour le jeune adulte et même l'adulte, dans la mesure où justement les parents doivent constituer une partie de ce qu'est liberticide. Et cette partie liberticide doit être envers une partie de liberté qui est elle-même liberticide. C'est une. Pour résumer ce vecteur, je le dis ainsi, je le répète, les parents doivent s'autoriser d'être. Doivent s'autoriser un discours en partie liberticide vis-à-vis de liberté au pluriel, qui sont elles-mêmes liberticides. Ce sont des fausses libertés. La liberté de consommation, la liberté de sans arrêt s'alimenter toute la journée, comme une espèce de machine viscérale, comme ça, très prise dans une forme d'oralité, de flaccidité des choses, dans un lymphatisme permanent, d'appareil digestif, une sorte comme ça, statisme devant bout qui dépasse toujours en termes d'alimentation. Et donc, effectivement, bien, comment dirais-je, ce sont de fausses libertés, ce sont de très fausses libertés que la liberté de consommation. La liberté de consommation est une contrainte, au fond, qui est une contrainte séductrice. Ce sont les tentations de Saint-Antoine, on pourrait dire ça comme ça. Et effectivement, ces fausses libertés, au pluriel, sont sur quoi le discours du parent doit agir et restreindre, corriger cela. Et pour dégager la route, pour que les enfants, les adolescents retrouvent la véritable liberté qui est celle du désir du sujet, c'est-à-dire une véritable liberté, cette véritable liberté étant justement celle de ne pas consommer nécessairement du tout, bien loin de là, c'est-à-dire une liberté créative, une liberté que le désir doit suivre, c'est-à-dire une liberté de sublimation euh, qui est de constituer je ne sais pas, des visions graphiques, paradigmatiques. C'est-à-dire que il est probable que pour la plupart des sujets, il y ait une vision paradigmatique qui puisse énoncer finalement. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que, à la limite, nous le disions, le désir de socialisation est un désir très puissant, et il peut être paradigmatique aussi. Hein. Donc, ce désir de socialisation, il est parallèle à cette érotisation de la société qui en passe par une érotisation dans le discours parental, qui recouvre l'érotisation par là même dans cette prolongation de celle des enfants, de celle de leurs enfants, jusqu'à l'âge adulte, comme je le dis. Et au fond, c'est bien là le principe même de, de la question, c'est quand même s'interroger pourquoi il y a cette source d'érotisation, cette sécrétion d'érotisation. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas nécessairement répondre dans cet enregistrement, mais j'ai l'impression que, effectivement, il y a une dimension mélancolique dans l'érotisation. C'est-à-dire que le sujet est tu, on se tait, il n'y a plus de sujet parlant, il n'y a plus voilà, il n'y a plus de par-l'être, si je puis dire, comme nous le disions dans la psychanalyse. C'est-à-dire que à ce moment-là, bien, c'est pour taire le sujet parlant, véritablement, puisque le fait de parler va démanteler, va décortiquer, aplanir,
cette pelote de discours qui, en devenant pelote, se cristallise parce qu'elle n'est pas dépliée, parce qu'elle n'est pas exprimée, parce qu'elle n'est pas dite. Elle est alors cristallisée et en ce sens, elle devient euh, effet dans le corps. C'est-à-dire qu'elle est, elle rejoint le défilement des signifiants, le défilement donc des signifiés, et donc ça justifie la scarification par les tatouages, c'est-à-dire que les tatouages deviennent les revers signifiants de ce que n'a pu exprimer le sujet, la personne. Et ce sont des revers statiques de signifiants, ce sont des signifiants statiques ces tatouages, et donc effectivement, euh, eh bien, euh, cette constante petit c ne suffit pas, n'est pas à l'égal du sujet parlant. C'est précisément parce qu'il y a du sujet parlant qu'il n'y a pas du tatouage et qu'il n'y a pas cette érotisation qui est par la rhétorique vestimentaire et la rhétorique d'une mode qui se juxtapose en permanence. Je vous remercie.